Bonjour à tous. Je propose que nous démarrions ce webinaire sur le thème de l'innovation sociale dans l'immobilier au service d'une ville plus durable. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir, même virtuellement, pour ce webinaire que nous co-organisons avec Les Petites Rivières et dont nous avons la chance d'avoir à nos côtés Anne-Cécile Denis, donc fondatrice des Petites Rivières. Nous sommes déjà très contents de partager avec vous le fait que vous êtes plus de 350 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, qui témoigne d'un intérêt grandissant pour ce thème qui nous tient, je crois, toutes et tous autour de ce webinaire à cœur, qui est le sujet de l'innovation sociale et de l'ESS. Petits éléments logistiques qui ont été déjà partagés avec vous sur le module conversé du Zoom. Donc, ce webinaire est enregistré et donc fera l'objet d'un replay. Et par ailleurs, si vous souhaitez poser des questions, nous avons décidé qu'elles seraient posées à la fin de ce webinaire. Donc, on gardera un temps de questions-réponses. Et donc, je vous invite, avant d'attendre cette fin d'intervention de notre part pour pouvoir vous donner la parole via le module questions-réponses, on ne sera pas en mesure, malheureusement, de vous donner la parole en vous redonnant des micros non coupés. Donc, je vous invite à utiliser tout au long du webinaire cette fonction Q et R que vous verrez en bas à droite, je pense, de la barre qui s'affiche sur vos écrans. Donc, ces éléments logistiques à communiquer, mais qui sont importants pour le bon déroulé d'un webinaire. Donc, je vous présente très rapidement. Donc, moi-même, je suis Gwenaëlle Chabroulet, DGA d'Arpas France, en charge des sujets spécifiques d'innovation et de communication. Donc, je suis accompagnée sur ce webinaire de Gabriel Magnien, chef de projet au sein d'Arpas France, qui se présentera tout à l'heure plus en détail et qui est très impliqué sur les sujets de RSE et de ville inclusive. Anne-Cécile Denis, que j'ai citée tout à l'heure, merci de coordonner avec nous ce webinaire, donc cofondatrice des Petites Rivières. Et nous avons deux témoins qui viendront nous montrer l'intérêt, les bénéfices qu'ils ont vus à mettre en place des solutions et des projets autour de l'innovation sociale, autour de Marianne Clock, chargée de mission développement économique, insertion et emploi de l'ANRU, et M. Jean-Michel Rimbert de la ville de Kingersheim, directeur des services techniques que nous avions rencontré sur une mission que nous avons menée avec l'ADEME par le biais de Gabriel. Donc, je vous remercie à toutes et tous d'être présents autour de ce webinaire. Je vais prendre quelques minutes encore la parole, mais assez succinctement pour vous présenter Arpas France. Donc, Anne-Cécile présentera les Petites Rivières juste après et chacun aura l'occasion de présenter sa structure et soi-même un peu plus tout à l'heure. Donc, Arpas France, quelques minutes, mais je veux vraiment qu'on garde le maximum de temps pour échanger autour de ce sujet de l'innovation sociale. Qui nous sommes? Donc, un certain nombre de personnes autour du webinaire nous connaissent déjà. Notre approche et notre volonté, c'est d'accompagner les transformations de l'immobilier en tant que société de conseil dédiée à ce marché. Donc, nous sommes aujourd'hui 90 collaborateurs qui mettons l'usage et le sens au cœur de nos missions, avec pour enjeu de penser l'actif, l'espace bâti et non bâti comme actif de la performance globale des villes, des organisations et des utilisateurs. Donc, l'ensemble de ces échelles nous paraît particulièrement pertinente aujourd'hui. Elles doivent s'imbriquer de manière à apporter des solutions durables et des solutions résilientes. On souhaite participer et œuvrer pour que les projets que nous menons avec nos clients, qui sont à toutes les phases de la programmation, de la conception, de la construction, de l'exploitation, pour que ces projets soient performants, soient responsables et soient résilients, avec une vision qui est une vision de la RSE qui vise à limiter nos impacts négatifs, mais qui vise aussi à projeter une vision de l'impact positif que peut avoir l'immobilier par rapport aux transformations de la société, qu'elles soient sociétales, environnementales ou économiques. Next slide, Gabriel. Donc, on est une société qui intervenons sur toutes les étapes des projets, la stratégie, la programmation, la conception, l'exploitation, avec des missions de conseil des stratégies, d'AMO, de design et architecture d'intérieur et d'ingénierie environnementale. Et nous avons 4 fondamentaux qui nous paraissent essentiels, que tu peux revenir à la slide précédente, qui sont de travailler aux enjeux de transition environnementale et d'adaptation au changement climatique, de santé, de bien-être et de qualité de vie, dont l'inclusion fait partie, de prendre en compte les transformations digitales qui sont à l'œuvre de l'ensemble des activités économiques et humaines pour que l'immobilier accompagne ces transformations pour le meilleur bénéfice de tous, en particulier au travers des nouveaux usages,
des bâtiments, et enfin les sujets qui ont attrait à la défense de la diversité, et l'intégration du vivant dans les milieux non urbains et urbains. Donc l'ensemble de ces préoccupations et axes que nous avons intégrés dans notre stratégie se développent autour de 4 pôles d'activité qui vont des pôles du conseil, de la programmation et de l'innovation, le design et l'aménagement intérieur, la biodiversité et la biophilie, et l'immobilier responsable, dans lequel on développe l'ensemble des stratégies et des trajectoires de manière à répondre aux enjeux de développement durable et de résilience. Donc voilà qui est Arpas Trans. Donc la dernière slide couronne notre engagement en vue d'un monde qui est plus durable, plus résilient, plus au service d'un impact positif. Donc, nous sommes une société qui est certifiée Bicorp. On était la première société spécialisée dans l'immobilier qui était certifiée Bicorp. Donc, aujourd'hui, nous avons été rejoints par d'autres sociétés immobilières et nous en sommes ravis. Être certifié Bicorp, c'est à la fois avoir des engagements pour avoir un impact positif par rapport à nos activités vis-à-vis de nos parties prenantes, mais c'est également rejoindre une communauté. Et je crois que c'est une des forces de cette certification Bicorp. Je vais laisser Anne-Cécile présenter les petites rivières pour qu'on démarre après le webinaire dans son contenu sur l'innovation sociale. Merci à tous. Merci beaucoup Gwenaëlle. Donc, je suis Anne-Cécile Denis, cofondatrice de l'agence de conseil Les Petites Rivières. Nous, notre métier, notre spécificité, c'est vraiment d'accélérer l'impact social sur les territoires. Pour ce faire, on accompagne une grande diversité d'acteurs. On est aux côtés d'entreprises en démarche de RSE, on est aux côtés des structures de l'économie sociale et solidaire, j'y reviendrai dans ce webinaire, qui souhaitent renforcer leur visibilité auprès des acteurs publics et privés. Et puis, on accompagne aussi des acteurs publics, collectivités, États, à travers un certain nombre d'actions, d'axes, on va dire, d'intervention, que je vous ai listé sur cette slide. Donc, tout ce qui va être sensibilisation à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. C'est un petit peu aussi dans ce cadre-là que rentre ce webinaire. On intervient aussi en conseil en stratégie d'impact. Ça peut être par exemple à l'échelle d'un territoire, organiser des conventions d'affaires entre acheteurs publics, privés et fournisseurs responsables. On intervient aussi en accompagnement plus opérationnel de projets, là aussi à diverses échelles. Ça peut être à l'échelle d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, ça peut être à l'échelle d'un quartier aux côtés de promoteurs immobiliers ou encore à l'échelle d'un territoire avec des collectivités de diverses échelles. Et puis, on anime pour certains de nos clients des communautés ESS, donc c'est le fait aussi de se parer, on va dire, d'un écosystème de partenaires pour innover. Ça, c'est de plus en plus un enjeu aussi de nos clients et on les aide à travailler cette communauté autour d'eux. Alors, on a aussi, nous, nos engagements qui nous caractérisent. On a coutume de dire qu'on est une agence un petit peu atypique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est une agence engagée. On appartient nous-mêmes à l'économie sociale et solidaire. Donc, on est immatriculé entreprise commerciale, SAS, mais immatriculé ESS depuis sa création en 2017. Et puis, en 2020, on a également obtenu l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dans nos statuts la recherche d'une utilité sociale qui se mesure, qu'on le doit mesurer chaque année à travers un rapport d'utilité sociale. Donc, en ce qui nous concerne, ça va être le fait de contribuer au développement, au renforcement de l'économie sociale et solidaire et par ricochet, je dirais, à œuvrer aux questions de développement économique et social sur les territoires. On anime un club innovation sociale qui réunit des grands comptes et qui produit de la veille sur les questions d'innovation sociale. Ce qui nous caractérise aussi, ça c'est important et peut-être nous différencie dans le monde du conseil de d'autres agences, c'est qu'on travaille en étroite relation avec un très gros réseau de partenaires de structures de l'ESS. C'est un petit peu sur cette base d'ailleurs qu'on a construit avec Sébastien Lévrier l'agence. Donc on a coutume de dire, on n'a pas compté précisément, mais qu'on travaille à peu près avec 400 structures de l'ESS en France, dans une multitude de domaines. Là encore, j'y reviendrai dans le webinaire parce que ce sont des domaines qui intéressent fortement les acteurs de l'immobilier. Et puis, on a développé, et c'est essentiel quand on travaille avec l'économie sociale et solidaire, des partenariats avec les grands réseaux de l'ESS. À titre d'exemple, le réseau GESAD, dont on est très proche, les CRES, le GRAFI, la Fédération des acteurs de la solidarité, ou encore Impact France, ou encore la Ruche. Je te laisse la parole, Gabriel. Ah oui, pour
la petite présentation de nos complémentarités. Exactement. Alors bonjour à toutes et tous, donc Gabrielle Magnin, comme l'a évoqué Gwenaëlle tout à l'heure, je suis chef de projet chez ARP Astrance, donc plutôt spécialisée sur l'immobilier et en particulier sur les stratégies RSE et la ville inclusive. Donc on le verra, mais on a travaillé en effet avec l'ADEME, donc parfois avec des acteurs publics, sur cette notion d'immobilier inclusif qui s'inscrit aussi dans l'innovation sociale. Donc aujourd'hui, on a souhaité s'allier avec les Petites Rivières. Alors, on est vraiment très contente. Je dis contente parce qu'on était quasiment que des femmes côté Arpestrance et les Petites Rivières à travailler ensemble sur ce sujet. Donc pour le présenter, sachant que voilà, il a de multiples formes. Et là, on parle bien d'innovation sociale et d'immobilier. Donc chaque structure apporte ses compétences et avec le regard éclairé de la ville de Kingersheim et de l'ANRU. Alors, en plus des chefs de projet, je projette aussi le support, donc ne vous étonnez pas si je tourne la tête par moment pour pouvoir changer de slide. Alors, je vais commencer par vous présenter quel va être le programme de notre fin de matinée. Donc, en première partie, un bref panorama des enjeux de l'immobilier responsable. Vraiment, on passera à travers assez rapidement, mais le but, c'est de rappeler tout simplement pourquoi on fait tout ça, pourquoi on s'intéresse à l'innovation sociale dans l'immobilier et pourquoi c'est important. Sur l'innovation sociale dans l'immobilier, qui sera notre deuxième partie, on rentrera dans le vif du sujet du concept en tant que tel d'innovation sociale et des exemples associés pour nos métiers. Et enfin, on terminera avec une partie sur l'économie sociale et solidaire en tant que partenaire de choix, donc comme l'a bien évoqué Anne-Cécile juste avant, sachant que la ville de Kingersheim nous fera le plaisir d'avoir un témoignage pour la partie 2 sur l'innovation sociale dans l'immobilier. Et en partie 3, nous aurons le témoignage de l'ANRU. Alors, donc comme on l'évoquait, en fait, pourquoi aujourd'hui on souhaite aussi parler d'innovation sociale dans l'immobilier et dans les projets urbains? C'est parce qu'on a des enjeux environnementaux et sociétaux qui sont reconnus. On ne va pas forcément rentrer dans le détail et dans la liste de ces enjeux, mais ils sont environnementaux, ils sont économiques, ils sont sociaux. En incontournable, on a évidemment les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, qui depuis 2015 sont vraiment un cadre qui est utilisé aussi bien par les entreprises que par les États et tout type d'organisation. Donc, ils permettent quand même d'identifier les enjeux majeurs à répondre aujourd'hui pour nos sociétés, pour nos pays et pour l'ensemble de nos activités. En plus de cela, donc on va avoir les normes et la réglementation. Donc là, on vous a mis quelques exemples, mais c'est vraiment pour rappeler qu'on a une structuration qui est assez forte aussi sur ces sujets. On a la loi sur l'ESS qui, comme on le verra après, donne et même propose une définition de l'innovation sociale en tant que telle et qui a aidé un certain nombre aussi d'organisations de l'ESS, je pense, à avancer sur la structuration. Pour la loi Pacte, on y pense pour la raison d'être, donc voilà, qui rappelle que l'entreprise n'est pas seulement, et surtout nous on est convaincus, hein, pas du tout seulement à finalité économique, mais aussi sociale et environnementale, les Grenelles de l'environnement avec l'ensemble des décrets associés, et la norme ISO 26000, on la rappelle pour dire que sur la notion de responsabilité sociétale des entreprises, les acteurs s'engagent et qu'on a des normes qui encadrent la connaissance dessus. Bon, ça, on commence à toutes et tous le savoir. 2020, on sort d'une année difficile. Donc, les enjeux que je viens de vous présenter ont été renforcés par la crise sanitaire. Vous avez quelques données ici qui sont en bonne partie issues du rapport justement de l'ONU, le rapport 2020 sur le suivi des objectifs de développement durable. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui est fait chaque année par l'ONU. Donc, il vérifie dans chaque pays au niveau mondial quel est le niveau d'atteinte de ces ODD qui ont été mis en place en 2015. Donc, on note à l'échelle mondiale, hein, on entend la hausse de l'extrême pauvreté. C'est la première hausse mondiale depuis 1998 d'après l'ONU. Donc, c'est quand même à noter, donc un besoin social fort par rapport à ce point-là. Sur l'égalité des genres, on a noté que durant la crise sanitaire, les femmes ont été plus durement touchées par les conséquences, notamment économiques de la pandémie, soit en termes en fait, de travail tout simplement, mais aussi de concessions à faire pour s'occuper des proches. Sur les suppressions d'emplois, Darès nous donne les chiffres qui montrent que cela a plus que doublé pour les suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan social. Et enfin, sur l'aspect environnemental, c'est pour faire le lien aussi, pour rappeler que voilà, on a cette variété d'enjeux. On a une recrudescence de la demande d'équipements jetables. Donc là où on essaye d'avancer sur la pollution plastique, potentiellement, cela pourrait
pourrait venir rajouter des enjeux. Alors, donc, sachez que, aussi bien du côté des petites rivières que d'Arpastrance, en fait, on est convaincus que l'alliance du sociétal et de l'environnemental est une clé de réponse aux enjeux de notre monde et de nos sociétés. De façon plus large, on voit aussi qu'on a des équipes de recherche qui s'interrogent sur ces notions, donc avec des travaux très sérieux. Par exemple, on peut citer la boussole de la résilience du CEREMA, donc, ou alors la théorie du donut de l'économiste Kate Raworth. Donc ça, ce sont deux clés de lecture qui sont complémentaires des autres cadres de référence qu'on vient de présenter, mais qui montrent qu'on a vraiment un constat qui est assez clair, qu'en fait, on a besoin d'allier environnemental et social pour répondre aux enjeux globaux de notre société et notamment aux enjeux de résilience. Si vous regardez la boussole de la résilience du CEREMA, par exemple, on a la cohésion et solidarité, qui est une brique vraiment qui va mettre en avant pour les territoires et les organisations une partie de la solution pour la résilience. Et dans la théorie du donut de Kate Raworth, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un équilibre à trouver entre des aspects sociaux qui sont dits essentiels, donc le plancher social, et aussi des caractéristiques environnementales qui sont incompressibles, donc le plafond environnemental. Ce modèle-là vous propose donc un espace sûr et juste pour l'humanité. On le verra juste après, mais notre objectif, c'est de se situer en fait dans cet espace sûr et juste pour l'humanité, aussi bien du point de vue social qu'environnemental. Alors, on a commencé à l'évoquer précédemment, notamment parce qu'on a le plaisir d'avoir la ville de Kingersheim qui participe avec nous. Mais nous avons réalisé une étude donc, en 2019, publiée en 2020, pour le compte de l'ADEME sur le sujet des territoires inclusifs. Et justement, dans cette volonté de proposer, pas forcément une définition figée, mais au moins des clés de compréhension du concept et notamment une méthodologie. Donc, on a travaillé avec l'urbaniste Anne Labreuil et la chercheuse Lucille Biarrotte sur ce travail qui a donné lieu à un rapport nommé « Levier de la planification urbaine et de l'aménagement pour des territoires plus inclusifs ». Et il y a aussi un carnet d'inspiration qu'on vous a mis en lien si vous souhaitez le consulter. C'est disponible gratuitement en PDF. Donc là, vous avez vraiment des clés à la fois pour s'inspirer et aussi pour comprendre le concept. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a en fait passé en revue un certain nombre de territoires, aussi bien urbains que ruraux, des écoquartiers, etc., pour comprendre en fait qu'est-ce que voulait dire l'immobilier inclusif et l'urbanisme inclusif, et surtout quels sont les points de convergence entre une approche durable et une approche sociale et incluante. Donc ça, c'est quelque chose d'assez notoire à évoquer, tout simplement parce que l'ADEME, historiquement, est plutôt l'agence de la transition écologique, mais de fait, dans les dernières années et de plus en plus, les dimensions de sciences humaines et sociales sont complètement abordées par cette agence qui nous a donc fait cette commande en 2019-2020. Donc ce que vous avez mis à droite fait aussi le lien avec ce que je viens de dire avant. Sur le donut de Kate Raworth, on l'a réutilisé comme façon de représenter voilà, cet espace sûr et juste pour l'humanité que nous, on cherche à atteindre. Et sachez que d'ailleurs, ça a aussi été utilisé par une ville qui est la ville d'Amsterdam. Vous pouvez retrouver des éléments, si vous le souhaitez, en ligne là-dessus. Alors, donc là, on a commencé à refaire le focus sur les projets immobiliers et sur les enjeux qui sont associés. On va passer rapidement dessus, mais on peut rappeler qu'on a le baromètre de l'OID qui est mis à jour chaque année. Donc, il y a 19 enjeux ESG, donc d'environnement, social et de gouvernance, qui proposent un panorama en ce sens. Plus récemment, donc ça, ce sera peut-être plutôt pour les acteurs privés, plus récemment, cette semaine, on a eu la publication du pacte de la mairie de Paris avec 10 objectifs pour la construction parisienne. Et avec tous les cadres de référence qu'on vient d'évoquer, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que cette notion de besoins sociaux et de mixité sociale, etc., sont complètement impliqués dans ces nouveaux référentiels. Par exemple, dans le pacte de la mairie de Paris, on voit qu'en premier lieu, on souhaite promouvoir la mixité dans les projets, et cela intègre la mixité sociale. Et cela va jusqu'à la création de communs, la mixité des usages, etc. Donc le terme notamment de commun est assez fort quand même en ce sens et fait bien le lien avec nous, notre volonté d'aborder le sujet de l'innovation sociale. Donc même chose, c'est disponible en ligne. Là, on vous a mis simplement une sélection de quatre des objectifs qui faisaient le lien avec le sujet du jour. Alors, bon, on a évoqué un certain nombre d'enjeux. On rappelle simplement qu'on a des enjeux, l'immobilier, l'urbanisme ont des impacts, c'est certain, mais on a aussi des leviers pour répondre à ces enjeux et à ces défis sociétaux.
donc des leviers environnementaux, via l'utilisation plus raisonnée des ressources naturelles et une préservation de la biodiversité, des leviers sociaux évidemment, via l'habitat, le travail tout simplement, qui sont liés à l'ensemble de ces organisations, la mobilité, etc. Et évidemment, il faut toujours se rappeler que les bâtiments ne sont pas une coquille vide et abritent des occupants, donc on va travailler sur la préservation de la santé et tous les enjeux associés à la fois à un corps sain dans un bâtiment sain, dans une planète saine. Donc l'ensemble de ces enjeux et de ces leviers qu'on peut actionner, évidemment, s'exprime à plusieurs échelles. Donc ça, on le rappelle, je pense que vous l'avez sûrement toutes et tous en tête, mais on peut travailler aussi bien à l'échelle du bâtiment, de l'aménagement intérieur, que des espaces publics du quartier et même de la métropole via des politiques urbaines. Et ça, c'est important parce qu'il ne faut pas seulement penser que l'innovation sociale, comme on le verra après, s'exprime à une seule échelle, mais c'est vraiment à toutes nos échelles. On peut avoir des actions responsables qui contribuent à cette réponse aux besoins sociaux tels qu'on souhaite le mettre en avant aujourd'hui. Alors, on a évoqué des cas de référence, des enjeux, des façons de répondre très brièvement. Pour faire le lien, simplement, on rappelle que là, on a mis un exemple de représentation d'un continuum de différents niveaux d'implication. Alors, c'est un continuum sur des niveaux d'implication d'action, pas de stratégie. Mais ça fait bien le lien parce que c'est des chercheurs qui ont proposé 4 typologies. Et nous, tout ce qu'on souhaite dire, c'est que les stratégies RSE peuvent être finalement un terreau fertile et adapté pour les acteurs qui utilisent des stratégies RSE, souvent des acteurs privés, mais pas que, pour encadrer finalement la création d'innovations sociales et donc, par exemple, se situer à un niveau de RSE dite périphérique, intégré ou bottom of the pyramid, qui a la spécificité de s'adresser aux populations les plus vulnérables. Et tout ce qu'on souhaite dire, c'est que du moment que voilà, on a une stratégie vraiment responsable qui infuse dans toutes les strates de l'organisation, on se donne finalement libre le champ pour innover, trouver ensemble des solutions pour améliorer nos actions en immobilier. Et enfin, pour terminer cette première partie sur les enjeux, on rappellera que le triptyque du développement durable, on l'a en tête, mais c'est important de se dire que sur l'immobilier, peut-être spécifiquement, on a une brique environnementale qui est un peu mieux traitée ou du moins mieux encadrée via des normes, des certifications, des réglementations, mais qu'elle est, et on a essayé de le montrer, j'espère que vous en êtes convaincus, que ça doit être traité en synergie avec la brique sociale. Cette brique sociale qui certes a peut-être une visibilité d'impact moins immédiate, mais qui est essentielle et qui est tout autant réelle et pérenne. Alors notons qu'on ne parlera pas forcément de mesures dans ce webinaire parce que c'est vraiment un sujet à part entière, mais voilà, donc une nécessité de s'engager pour répondre à l'ensemble de ces besoins sociétaux via des actions responsables que sont les innovations sociales. Ce qui nous mène à notre deuxième partie. Alors pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à Anne-Cécile qui va nous présenter justement les concepts de ce beau sujet. Merci Gabrielle. Effectivement, on va tout d'abord commencer par redonner un certain nombre de définitions. C'est important parce qu'on parle de beaucoup de choses, RSE, innovation sociale, donc on va replacer un petit peu les mots. Alors, comme l'a dit Gabrielle, donc la RSE, c'est bien la responsabilité sociétale d'une entreprise, d'une organisation, donc ses effets en fait qu'elle exerce sur la société et la planète en général. Ça, c'est vraiment le cadre général, le cadre stratégique. L'innovation sociale, si on prend la définition vraiment puriste, hein, donc celle du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, je vais vous la lire, comme ça on aura tous la même. Elle consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. Ces innovations concernent aussi bien un produit ou un service qu'un mode d'organisation, de distribution. Et puis en termes de domaine, la définition donne quelques exemples, mais ce n'est pas exhaustif. Ça peut être la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l'exclusion ou les discriminations. Donc, on va revenir sur les éléments de cette définition, parce que c'est vraiment ça qui permet de caractériser l'innovation sociale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, l'innovation sociale, c'est ce qui va permettre d'actionner en fait la RSE, c'est ce qui va permettre de lui donner vraiment son plein pouvoir et de la mettre en action. Et puis ensuite, on a l'impact. Gabrielle en a dit un petit mot. C'est finalement la transformation générée par les activités d'une organisation sur les personnes et l'environnement. Donc finalement, c'est le résultat.
Donc aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur l'innovation sociale et comment mettre en œuvre ces innovations sociales et avec qui, à savoir les acteurs de l'ESS. Donc vous l'avez compris, dans la définition, il y a un premier mot qui est essentiel, qui est réponse à des besoins sociaux non satisfaits ou mal satisfaits. Ça, c'est vraiment le point de départ d'une innovation. Donc, à titre d'exemple, voilà quelques besoins sociaux qu'on retrouve en lien avec l'immobilier. Ils ne sont pas exhaustifs, mais évidemment, ils parlent au plus grand nombre. Donc, on peut dire que les besoins sont se déplacer, s'orienter, se sentir bien en sécurité, habiter, tout simplement, accéder aussi à un logement, jouer, se dépenser, célébrer, donc le côté aussi social et convivial, s'alimenter, se détendre, se reposer, travailler, apprendre, se cultiver et participer à la vie publique et citoyenne. Donc, c'est un certain nombre d'usages et de besoins qu'on retrouve et qui vont faire l'objet derrière de nouvelles façons aussi d'aborder ces besoins. Un autre élément essentiel de la définition, c'est l'implication des parties prenantes. Ce sera bien illustré par nos témoins. C'est aujourd'hui absolument nécessaire dans les projets d'impliquer un certain nombre de parties prenantes, et ça fait partie du coup du processus d'innovation, à savoir notamment les pouvoirs publics, bien sûr, les usagers eux-mêmes, ça c'est ce qui va aussi caractériser l'innovation, c'est de mettre l'usager au centre, mais aussi toute une myriade d'acteurs comme les équipes de conception, la société civile au sens large, la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage, et puis on y reviendra, les acteurs de l'ESS. Alors, la VIS a élaboré une grille de caractérisation de l'innovation sociale. On en a retiré les 4 grandes questions, en fait, qui sont une sorte de grille de vérification qu'on est bien dans le champ de l'innovation sociale. Donc, c'est intéressant de les redonner aujourd'hui. La première question, c'est est-ce que le projet qu'on est en train de mettre en place répond à un besoin social mal ou non satisfait? Vous l'avez compris. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a une dimension expérimentale, une dimension prise de risque? Troisième, est-ce qu'il est générateur d'autres effets positifs? Et puis, quatrième, est-ce qu'il est donc soucieux d'impliquer les parties prenantes? Donc ça, c'est 4 questions qu'on peut avoir en tête quand on se lance aussi dans un projet d'innovation sociale. Se dire, est-ce que voilà, je suis bien dans les clous? Ça peut aider. Et ce qu'on voulait aussi vous dire aujourd'hui, ça c'est très important et ça va être démontré dans nos témoins, dans nos témoignages et dans nos exemples, l'innovation sociale est avant tout un processus. Ça part donc, vous l'avez compris, de l'identification d'un problème sur lequel on va chercher une solution, mais ce n'est pas une solution qui est ensuite appliquée. C'est une solution qui est dans un premier temps élaborée sous forme de projet et qui va faire l'objet de boucles de application rétroaction avec toujours au centre l'usager, et c'est dans cette boucle au centre que vous allez avoir justement la participation des parties prenantes qui va prendre encore plus d'importance ici pour pouvoir ajuster le tir et arriver finalement à une sorte de prototype ou de premier livrable, premier projet qui va pouvoir être appliqué, puis testé finalement, et ensuite étendu. Donc on va parler souvent de déploiement ou d'essaimage d'une innovation quand celle-ci a prouvé son efficacité à petite échelle. Donc il y a tous ces aspects qui sont importants dans le processus. Il y a vraiment la question de l'identification, la question des itérations et la question ensuite de l'essaimage. Alors, rien de mieux que des exemples pour illustrer maintenant l'innovation. Ça, c'était sur les aspects théoriques qui replacent un petit peu les caractéristiques. Mais je vais laisser Gabrielle donner quelques exemples d'innovation sociale, justement aux différentes échelles qui ont été préalablement citées. Complètement. Merci Anne-Cécile. Alors, on a repris le schéma que vous avez pu voir précédemment. On parle d'échelle, mais alors c'est important parce que justement certains vont penser qu'on doit avoir des actions très grandes pour avoir un impact ou pour pouvoir se lancer sur des projets d'innovation sociale. C'est pas forcément le cas. On peut avoir des actions très locales à l'échelle du bâtiment, comme on le montre. Alors c'est vraiment des exemples non exhaustifs, mais c'est pour rappeler que le co-living, c'est une innovation sociale pour répondre à un besoin d'habiter ensemble et d'accéder au logement. Le bail réel solidaire, c'est une innovation sociale qui est intéressante parce que là, on est sur une innovation aussi de processus par rapport à l'accès à la propriété.
des animations, des conciergeries solidaires sont aussi des formes d'innovation sociale pour répondre à des besoins sociaux associés. Et on a 2 autres exemples que sont les boutiques écoles, donc le projet Scola avec les apprentis d'Auteuil, qui permet, par exemple, dans les centres commerciaux, de donner des locaux, de réserver des locaux pour que des personnes en situation d'insertion ou des jeunes puissent apprendre les métiers de la vente via des surfaces de vente qui sont adaptées et dédiées à cela. Donc, finalement, sur un business model assez classique de centre commercial, on peut aussi dédier des espaces à des projets d'innovation sociale en ce sens. Sur l'exemple de Métis, c'était pour vous dire qu'il y a aussi des exemples très concrets de produits. Métis, qu'est-ce que c'est? C'est un isolant qui est produit notamment via un partenariat avec le Relais, donc qui récupère un certain nombre de vêtements et de tissus qui sinon partiraient finalement en décharge ou ne seraient pas récupérés. Et on a réussi à créer des matériaux qui ont des propriétés isolantes, acoustiques, et en plus à créer des emplois durables et locaux pour des personnes qui étaient en situation d'exclusion. Donc ça, c'est à l'échelle plutôt d'un bâtiment ou plus local. On a souhaité aussi vous donner des exemples, parce qu'on parle beaucoup d'urbain, de ville, mais c'est une seule partie de la réponse, hein, et c'est une seule partie des échelles qu'on souhaite aborder. On a des solutions qui sont aussi complètement pertinentes et qui sont mises en œuvre de façon très, très ambitieuse dans des typologies plus rurales. Alors ça, vous avez des exemples qui sont basés sur des entretiens qualitatifs d'un article de Landel et Coupe, qui traite spécifiquement des vallées de montagne. Donc, je ne sais pas si nous avons des participants et participantes de vallées de montagne, mais voilà, sachez-le, c'est un article qui se nomme « Quand l'innovation sociale change la dynamique des territoires de montagne ». Et ce qui est intéressant avec cette typologie, c'est on vous met face à face les besoins sociaux, donc par exemple le fait de s'alimenter plus sainement, et des exemples d'innovation sociale. Donc, comme l'a expliqué Anne-Cécile, ça peut être aussi bien des produits que des innovations de gouvernance, des créations de nouvelles structures, etc., ou des services. Donc pour l'alimentation, on peut avoir des coopératives de consommation, des épiceries de territoire. Pour préserver les ressources, on peut avoir des ressourceries, des ateliers de réparation, qui en plus ont une dimension de lien social, etc., etc. Je ne vais pas tous les passer en revue. Juste noter que là, ce qu'on aime aussi avec cette typologie et ces exemples, c'est qu'ils font bien le lien entre le social et l'environnement. Par exemple, le besoin de se déplacer, mais là, avec moins d'impact environnemental. C'était les répondants et les répondantes qui avaient mentionné ça aux chercheurs qui ont mené cette enquête. Et ben, ça a donné lieu à des véhicules partagés, du covoiturage, etc. Alors, une autre échelle à laquelle en fait on peut se situer quand on parle d'innovation sociale, c'est évidemment l'échelle urbaine, mais au sens aussi de politique de ville. On passe rapidement sur 3 exemples. Alors un qui est peut-être plus connu que les autres, qui est celui des grands voisins, un exemple emblématique d'urbanisme transitoire, mais qui a proposé une solution finalement pour un lieu qui sinon aurait été inutilisé, qui a permis des publics variés de cohabiter avec des usages de liens sociaux et une ressourcerie aussi. Sur les politiques de ville, on a l'exemple de Villers-le-Bel. À noter que Villers-le-Bel et l'exemple de la cité Claveau que je vais citer juste après ont été des participants également de notre étude ADEME Territoire Inclusif, tout comme la ville de Kingersheim. Sur la politique de ville de Villers-le-Bel, on a eu une volonté politique très forte de se positionner sur les notions d'égalité. Et donc, il y a eu ce qu'on a appelé un AMO égalitaire avec l'association Genre et Ville et qui a été financé aussi avec un programme d'investissement à venir de l'ANRU. Et enfin, pour la cité Claveau de Bordeaux, on a là un autre exemple à l'échelle d'une ville et même plutôt même d'un bâtiment et d'un quartier, de rénovation participative entre les équipes et les habitants. Donc là, permettant de faire le lien entre des enjeux de rénovation structurelle pure et dure et aussi des enjeux environnementaux, et une association et partenariat avec notamment les compagnons bâtisseurs qui tissent des relations, mais aussi permettent un échange des savoirs. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Rimbert, donc il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, qui a travaillé avec nous pour l'étude ADEME et qui va nous présenter le laboratoire démocratique qui est la ville de Kingersheim. Alors, bonjour Rimbert, à toutes et bonjour à tous. Je me permets de participer aujourd'hui à ce webinaire de façon à vous montrer un petit peu comment sur Kingersheim, une ville, comme vous pouvez le voir sur le slide suivant,
une ville de 13 000 habitants qui se situe dans le nord-est de la France, en Alsace, dans la banlieue de Mulhouse. Comment on a pu travailler sous l'égide du maire qui a été Joe Spiegel de 89 à 2020 et qui a beaucoup travaillé sur la démocratie participative, nous a poussé à travailler de plus en plus avec la population, de façon à ce que cette population puisse apporter sa brique au travail que la collectivité peut faire dans tous les domaines qui la concernent. Alors, dans le slide suivant, vous pourrez voir que je vous ai mis quelques exemples de dossiers sur lesquels on a travaillé. Alors, à chaque fois, ça peut être plus ou moins important, ça peut aboutir plus ou moins vite à une réalisation. Et donc, je vous ai noirci les 3 dossiers sur lesquels je vais plus particulièrement me pencher, de façon à vous montrer comment, par petites touches ou par des choses qui sont complètement orientées vers l'inclusion, on a pu travailler, apprendre ce que les habitants pouvaient nous donner, les habitants et les autres participants potentiels pouvaient nous apporter pour qu'un projet puisse être comment dire, vraiment influencé et prendre en compte tous les apports de ces gens-là. Dans les 3 exemples que je vous montrerai, c'est d'une part la création du Parc des Gravières, en deuxième, la création d'un restaurant associatif qui s'appelle les Sheds en premier, parce que c'est le plus inspirant, on va dire, et en dernier, pour montrer un petit peu comment les choses peuvent s'intéresser aussi à des toutes petites choses, la création d'installations photovoltaïques en coopérative. Alors, tout d'abord, je voudrais, dans le slide suivant, en 3 parties, de façon à ce que ce soit un peu digeste, passer rapidement quand même sur des documents textes où on parle de la méthode, puisqu'il me semble que la méthode est aussi importante, sinon on peut croire qu'on fait de l'inclusion, mais pas vraiment y travailler. Il y a donc un principe, hein, c'est que tout participant, ce n'est pas forcément qu'un habitant, ça peut être une association, ça peut être des élus d'ailleurs, des gens qui ont un intérêt ou quelque chose à dire sur un dossier, participent à une forme de réunion, quelle qu'elle soit, que ce soit un conseil participatif, un conseil citoyen, alors chacun avec des degrés plus ou moins importants de force de proposition sur les dossiers. Et il y a donc une méthode qui permet quand même d'oser, de permettre à chacun d'avoir un moment de parole, un moment d'influence. Une méthode qui garantit, on le voit sur le slide suivant, que la parole de chacun est respectée, qu'on reste bien sur le sujet annoncé, qu'on ne provoque pas de déception parce qu'on s'est peut-être mal expliqué au début sur le sujet. Et donc, toute cette méthodologie est là pour bien clarifier les choses, entraîner, faire venir les gens, rester ouvert jusqu'au bout à toutes ces propositions et ne pas écraser par l'un ou par l'autre, parce qu'il arrive à mieux parler que les autres d'un sujet ou d'un autre. Donc le 3e slide, toujours en texte, donc pas très digeste comme ça, donne aussi, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, des petites pistes d'amélioration ou en tout cas des expériences qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de tous les dossiers qu'on a pu traiter. Et j'insiste beaucoup sur la nécessité d'ouvrir ces participations dès le départ, parce que les gens ne sont pas naturellement ou disponibles tout de suite ou assez longtemps. Et donc, il faut vraiment aller les chercher un petit peu, parce que les plus timides ne viendront pas comme ça. Voilà, donc je vous écrase pas trop longtemps avec ces parties textes. On va passer au suivant, où on commence par le premier exemple le plus parlant, je pense, c'est l'exemple des Sheds. La commune disposait en son centre-ville d'un bâtiment, enfin disposait pas au départ, mais d'un bâtiment en forme de shed, donc une ancienne usine, sur lequel une association, on va dire, qui a été créée sur le projet lui-même, les Sheds, donc l'association porte le même nom que le bâtiment, avait l'idée de transformer cette ancienne usine qui était devenue un garage
en restaurant associatif avec une épicerie comment dire, bio, et aussi la capacité de faire du spectacle ou de l'animation en centre-ville. Donc ça a beaucoup plu tout de suite. Rester quand même à mettre en œuvre les moyens parce que l'association démarrait de rien, comme souvent dans ces moments-là. Et c'est là où le côté aventure est un petit peu à assumer au départ. Et c'est pour ça que la commune a dû s'engager pour permettre que les choses puissent se faire. Et c'est en ça que l'action de la collectivité ou de quelqu'un peut être forte. C'est justement de donner le coup de pouce, enfin, le gros coup de pouce qui permet de démarrer. Donc, ce projet était complètement cohérent dans tous ces domaines, puisque tant sur le but poursuivi, la capacité à prendre en compte au fur et à mesure de son fonctionnement des différentes initiatives que ça a pu susciter et de la méthodologie pour les travaux, on a essayé d'aller au bout de tout ce qu'on pouvait faire dans ce domaine-là. Et j'avoue que souvent dans ces actions-là, et celle-ci est vraiment probante là-dessus, il y a un effet d'émulation et chacun vient avec son idée à un moment donné en disant « mais au fait, on pourrait peut-être encore faire ça en plus ». Et ça a été vraiment vécu comme ça. Alors, on a sur ces photos, vous voyez, un bâtiment qui a été complètement vidé, puis remis en état, avec, et c'est assez original, à chaque fois qu'on l'a plu, on a utilisé ou du bois ou carrément les matériaux qui constituaient ce bâtiment. Le faux plafond a été utilisé, parce que c'était de la laine de verre, a été utilisé pour isoler la façade avec un bardage bois. Les travaux ont été réalisés avec à chaque fois tous les partenariats possibles et imaginables, en conservant autant que possible l'aspect historique du bâtiment, le côté industriel. Donc ça ne gâchait rien au projet, donc ça a été conservé. Et on peut le voir. Alors, sur le slide précédent, il y avait, comme on le disait tout à l'heure, l'utilisation de matériaux de type métis. Donc, ça veut dire qu'on a été chercher et on a accepté, certes, de payer un peu plus cher, mais on a accepté d'utiliser des matériaux qui avaient dans leur cursus de fabrication comment dire, un engagement sociétal. Donc, c'est très important. J'ajouterai qu'en plus, le produit est extrêmement agréable à être utilisé, outre ses qualités d'isolation. Voilà, on peut passer au suivant et voir qu'on a pris le temps, on a été ouvert et on a saisi, c'est une chance aussi, l'occasion de travailler par exemple avec le lycée du BTP qui est un peu plus loin sur Cernay, et les jeunes étudiants ont travaillé sur les dessins des meubles qui ont été fabriqués au niveau de ce lycée. L'association a travaillé elle-même sur la récupération de chaises ou de plateaux bois pour fabriquer des tables à roulettes, ce qui permet de moduler la composition de la salle. Et puis, vous voyez quelques photos de l'épicerie solidaire et l'épicerie, pardon, pas solidaire, l'épicerie bio, ce qui permet d'avoir une synergie entre l'épicerie et le restaurant, les produits étant recyclés quand au niveau de la vente, ça ne peut pas forcément être utilisé. Et vous voyez qu'une fois qu'on réunit dans un centre-ville un outil tel que celui-là et qu'on le fait de cette façon-là, eh ben, ça devient un lieu de convivialité. Alors certes, comme tous les restaurants avec le Covid, il y a eu des moments de difficulté. Bon, ben, l'association rebondit, on a basculé sur de la livraison avec un vélo cargo. Donc on continue toujours, malgré les événements, à fonctionner dans l'esprit de ce qui a été imaginé au départ. On s'adapte et c'est ça qui est la force de cette association. Et en plus, vient se rajouter là-dedans maintenant un marché bio qui permet à des producteurs locaux de venir vendre en circuit court leurs produits. Voilà. Je pense qu'on peut passer à l'exemple suivant. Alors, en cœur de ville aussi, nous avions une ancienne gravière qui était devenue un stade de sport. Ce stade était vétuste et souffrait un petit peu, on va dire, du sous-sol qui était plutôt mobile en dessous. Et en 2009, la municipalité a décidé de travailler pour en créer un parc urbain qui soit accessible à tout le monde.
Toujours pareil, le maire, dans sa méthodologie pour faire participer les habitants, a créé, lors d'un premier forum, un conseil participatif qui a pris le temps, pendant qu'on faisait les études de sol, etc., ils ont pris le temps d'aller visiter des parcs, travailler sur le programme et fixer peut-être un certain nombre d'exigences, avec notamment dans ce conseil participatif des riverains du futur parc qui forcément pouvaient avoir quelques inquiétudes sur le changement de destination, l'évolution de destination de ce parc. Et ça a permis, et vous voyez que le monde est venu, hein, les gens ont participé, a permis d'intégrer dans ce programme de parc suffisamment en amont un certain nombre d'exigences ou d'opportunités que nous a offert la discussion en conseil participatif avant. Voilà, on peut passer au suivant. Et donc, en résultat, on a là aussi une certaine émulation et des initiatives comme des gens qui ont proposé, alors que ce n'était pas prévu au départ, de récupérer une cabine de téléphone et d'en faire une cabine à livres, à l'époque où cette proposition-là, cette dimension-là n'existait pas forcément beaucoup. Je l'ai vu beaucoup après, mais ça a été vraiment là aussi le laboratoire de cette possibilité-là, et ça continue et ça vit toujours, puisque la médiathèque s'est raccrochée à cette partie-là de façon à ce qu'il y ait quand même un minimum de gestion. Je vous ai mis quelques exemples de ce que les habitants et le conseil participatif a pu agir. On avait quand même une maîtrise d'œuvre sur le dossier et une assistance à maîtrise d'ouvrage, parce que c'est quand même un parc de 6 hectares, donc c'est quand même un dossier assez important. Et heureusement, ce dossier a pu être subventionné par les subventions européennes. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a quelques dernières photos sur le slide suivant où vous voyez la réalisation. Là, on est en 2014, au moment où le parc a été terminé et où les gens ont pu profiter de cet endroit avec, là aussi, peut-être, on a voulu intégrer l'histoire de la collectivité liée aux mines de potasse, avec un grand jeu qui s'appelle le Grand K, que vous voyez au centre en haut, avec des toboggans qui sont posés sur ce qui symbolise un terril de potasse en surélévation. Et puis voilà, des jeux d'eau qui permettent d'avoir un petit peu de fraîcheur en été, avec des horaires de fonctionnement en lien avec les habitants qui habitent à côté, parce qu'il ne faut pas que les uns gênent les autres. Et puis une définition du règlement qu'on voit affiché en bas, qui a été élaboré avec les habitants, justement, et les associations. On avait un tennis club qui est sur site, qui a aussi participé, qui a voulu être dans le truc. Ce deuxième exemple montre aussi comment l'inclusion peut permettre, et voilà le résultat, le projet à gauche et à droite, la réalisation en photo aérienne, permet d'intégrer les besoins et les opportunités de chacun qui va être là autour ou dans ce projet-là. Et on continue toujours à travailler là-dessus, puisque ce parc est un parc vivant, et que année après année, on essaye d'améliorer à chaque fois que c'est possible et de tenir compte de l'évolution à la fois de l'occupation et de certaines choses, comme là, en ce moment, le Covid, par exemple. Dernier point, c'est là une vue 3D synthétique du projet, pour ceux que les images peuvent permettre de mieux percevoir. Un dernier point, ce sont les toitures photovoltaïques. On a à l'époque loupé un peu le coche, mais peut-être parce que ce n'était pas dans notre esprit. On avait loupé le coche du moment où le photovoltaïque rapportait beaucoup d'argent. Peut-être, voilà, inconsciemment, ce n'était pas ça qu'on cherchait. Par contre, on a voulu travailler à un moment donné sur la toiture d'une salle de sport. Et plutôt que de faire uniquement la couverture qui était nécessaire, on a voulu saisir l'opportunité de proposer à la population de participer à la mise en œuvre d'une toiture photovoltaïque
sur cette salle de sport qui faisait, on avait un potentiel d'environ 100 kW crête sur cette couverture. Et donc, on a fait une consultation qui a abouti à attribuer à une coopérative qui s'appelle Énergie Partagée en Alsace la possibilité d'installer, à ses frais bien sûr, mais avec une participation de tous les gens qui voulaient, au niveau de la commune ou au-delà, de participer à la prise en charge de cette toiture photovoltaïque. Alors, outre l'économie que ça peut apporter à la ville, ce qui lui permet de réaliser des travaux ailleurs, ben, ça permet aux habitants de participer au travers d'actions coopérateurs à cette coopérative qui a mis en œuvre cette fameuse toiture qui a été réalisée en 2018. Depuis, ça fonctionne. La toiture, l'installation photovoltaïque produit un peu plus que ce qui avait été prévu. Et ça nous a encouragés, vu la participation de cette population, de continuer là-dessus. Et donc, on a, je vous l'ai mis sur le slide suivant, je pense, on a voilà, à gauche la fameuse salle de sport avec les travaux et en bas la toiture réalisée. Vous noterez que c'est juste à côté du parc des Gravières. Et puis, on a continué l'année suivante sur la toiture d'une école, donc l'école Perrault, même système, même principe. Cette fois-ci, c'est carrément l'association qui a été en capacité de reprendre la toiture sur le pan concerné et d'installer les panneaux photovoltaïques qui sont en train d'être branchés. Et on est tellement content de permettre comme ça à la population d'agir chacun à sa mesure, on va dire, en achetant une seule action ou plusieurs, qu'on envisage de transformer le COSEC aussi, de refaire cette couverture. Alors nous, de notre côté, on l'isole au maximum, on refait la couverture et donc on sera dans les économies d'énergie sur cette toiture. Et les habitants, ils sont concernés, ils peuvent venir et participer tant pour une action, tant pour 10 actions, à investir et à mettre leur petite pierre à l'édifice de l'amélioration de la planète sur ce site. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup, Monsieur Rimbert. Je vais du coup enchaîner suite à votre témoignage fort intéressant et très riche pour vous faire un focus à présent sur l'économie sociale et solidaire, puisque voilà, c'est un des objectifs de ce webinaire de clarifier un petit peu ce que sont ces acteurs. Même si voilà, on en a déjà cité pas mal en fait depuis le début de la présentation à travers des acteurs comme Relais Métis, comme Énergie Partagée. Donc on voit qu'ils sont déjà présents partout dans nos témoignages et dans nos exemples. Donc là maintenant je vais m'attacher à vous faire plus particulièrement un petit focus sur ce que sont ces acteurs. Déjà rappeler leurs spécificités et leurs valeurs, puisque c'est ça qui détermine le champ de l'ESS. On va parler de ESS quand il y a alliance entre une mission sociale ou environnementale et une mission économique. C'est vraiment ça qui va caractériser ces acteurs qui vont travailler sur ces projets et qui vont porter des innovations sociales. On a aussi une autre spécificité de l'ESS, c'est vraiment des structures, des acteurs qui sont nés en réponse à des besoins de territoire. On n'est pas sur des projets entrepreneuriaux ou économiques avec une idée derrière de distribuer un produit ou distribuer un service, mais plutôt une réflexion inverse qui part des besoins des habitants, des territoires, des collectivités et qui vient du coup créer un nouveau produit ou service en réponse à cela. Une des grandes valeurs de l'ESS, c'est aussi, et c'est important pour faire écho à ce qui vient d'être dit, tout ce qui va être gouvernance démocratique, donc sur des structures qui se caractérisent par ce qu'on appelle le principe de un homme, une voix. Donc ça veut dire tout simplement que voilà, on est sur du collectif, on est sur la prise en compte de chacun dans le projet, et ça va dans le sens de l'implication des parties prenantes dont on parlait précédemment. L'ESS se caractérise aussi par des valeurs de solidarité. Beaucoup de structures ont dans leur mission sociale le fait de mettre à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Je pense notamment à l'insertion par activité économique ou encore au secteur de travail protégé adapté, appelé aussi secteur du handicap. Donc avec cette dimension en plus solidaire dans la façon de mener leur mission.
Et puis, ce qui est très important de retenir aujourd'hui, c'est que l'ESS est le berceau, c'est le terreau de l'innovation sociale. C'est des structures qui ont cette capacité de tester des choses, puisque leur but premier, c'est l'utilité sociale. Et en ce sens, elles sont du coup des alliés absolument privilégiés des acteurs privés et publics pour innover socialement. On va casser quelques idées reçues ici. Souvent, ESS égale association dans l'esprit des gens et du grand public. Or, l'ESS est une variété de statuts. On trouve aussi bien des sociétés commerciales que des associations et puis des statuts plus historiques qui font partie de l'ESS statutairement, comme les coopératives, les fondations et les mutuelles. Alors, c'est vrai que par rapport à notre sujet aujourd'hui, qui consiste à parler d'un écosystème plutôt de petits partenaires locaux pour des innovations sociales, vous allez plutôt travailler avec des associations ou des sociétés commerciales, et on va plutôt parler d'un tissu, quand on parle de sociétés, de TPE-PME. Autre élément qu'il est important de dire aujourd'hui et qui peut déconstruire certaines idées reçues, c'est que on a tendance à penser que c'est une économie assez restreinte, une économie un peu alternative et de la réparation. Or, c'est quand même une économie qui représente, si on parle en termes d'emplois salariés, 10,5% de l'emploi salarié en France. Donc, un poids économique absolument non négligeable. Alors, je voulais ensuite vous proposer de brosser rapidement, parce qu'on manque de temps et puis de toute façon, vous retrouverez la présentation, mais les grands domaines d'intervention de l'ESS en lien avec l'immobilier. Donc, juste pour vous donner un petit panorama rapide, donc on a évidemment dans les grands domaines d'intervention tout ce qui est agriculture urbaine, nature en ville, avec des acteurs comme Alage ou Pépin Prod, pour ne citer que 2 d'entre eux, sachant que sur ce champ-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est absolument pas nouveau pour l'ESS. Les jardins partagés, ça fait des années que ça existe. Depuis les années 70, le réseau Cocagne existe. Donc, c'est vraiment un domaine sur lequel je dirais même que l'ESS a été précurseur. Le domaine de la construction, du BTP, c'est important parce que si vous êtes un acteur de l'immobilier et que vous assistez à ce webinaire, vous connaissez forcément les clauses sociales, et on sait très bien que sur ce champ, l'insertion par activité économique est un partenaire clé. Donc, pour ne citer que quelques structures emblématiques, on peut parler de ARES ou de Umando pour les entreprises de travail temporaire d'insertion. Un autre domaine important d'intervention, c'est les services aux habitants. Et là, on voit bien la logique que j'ai expliquée précédemment, de structures qui sont nées en besoin du territoire, qui sont nées en lien avec les habitants et avec les territoires, et qui sont donc mieux habilitées à mettre en place des services pour les habitants. Donc, à titre d'exemple, des structures comme Voisin Malin, que vous connaissez sans doute, ou la conciergerie solidaire, viennent apporter des solutions dans ce domaine. 3 autres domaines d'intervention rapidement. L'économie circulaire, Gabriel a parlé des ressourceries. C'est vraiment aujourd'hui un enjeu majeur dans les quartiers, dans les projets urbains, de proposer des solutions d'économie circulaire, des solutions de collecte, traitement, réemploi de déchets. L'ESS a été parmi compte dans ses membres des pionniers de l'économie circulaire. On peut parler des Maüs, des relais, on peut parler du réseau Envie, on peut parler de beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur ce champ depuis très longtemps. L'urbanisme transitoire, on a parlé des grands voisins, là j'ai cité 2 autres exemples comme Bellastock ou Yes We Camp, qui sont des partenaires aujourd'hui incontournables des collectivités et des acteurs de l'immobilier quand on parle d'urbanisme transitoire. Et puis enfin, la mobilité, qui me semble intéressant de citer comme domaine d'intervention, avec des acteurs positionnés par exemple sur tout ce qui est garage solidaire ou plateforme de mobilité, comme Apreva ou WeMove. Alors, pour peut-être résumer un petit peu pourquoi, même si vous l'avez perçu à travers tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, pourquoi ça nous semblait essentiel de redire que les partenariats avec l'ESS étaient source d'innovation sociale et étaient absolument nécessaires à développer aujourd'hui dans les projets immobiliers. Tout d'abord parce que
on constate, hein, c'est les retours que nous font les promoteurs avec lesquels on travaille. Travailler avec l'ESS, c'est une source de créativité et d'ouverture d'esprit. Ça force à se challenger sur ses pratiques, ça force à aussi imaginer des approches différentes. C'est un facteur de différenciation. De plus en plus dans les cahiers des charges, on va trouver des critères relatifs au social, à l'inclusion, à la prise en compte du territoire et de l'ancrage local. Donc, s'associer avec l'ESS, c'est un facteur de différenciation et de compétitivité. C'est aussi, et ça, M. Rimbert l'a bien dit à travers la concertation habitant, mais c'est vrai aussi du travail avec l'ESS qui va de pair, un gage de meilleure acceptabilité des projets par les pouvoirs publics et par les habitants. Et puis enfin, comme je disais que c'est un tissu finalement de TPE-PME avant tout, pour même des associations qui contribuent au développement économique du territoire, finalement, s'associer à ces acteurs, c'est avoir un impact plus direct sur le territoire et évidemment, ce que nous recherchons tous, un impact sur l'emploi local. Donc, pour illustrer ces partenariats avec l'ESS, nous avons proposé à Marianne Cuoc de l'ANRU, donc de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, de nous parler de ce que fait l'ANRU et d'un exemple emblématique d'implication de l'ESS dans un projet immobilier. Oui, bonjour à tous et merci encore Astran et les Petites Rivières de nous avoir permis de témoigner aujourd'hui. C'est le côté plaisant du travail, je trouve, de venir partager un peu ce qu'on fait. Donc, merci encore de cette invitation. Donc moi, j'ai voulu présenter, donc moi je m'appelle Marianne Cuoc, pardon, je suis chargée de mission sur les sujets d'ESS, développement économique, insertion emploi au sein de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et pour la petite histoire, moi je suis totalement, depuis le début de ma carrière professionnelle, le cul entre deux chaises, entre guillemets, entre l'urbanisme et toute cette partie de développement économique et ESS. Donc aujourd'hui, le webinaire qu'on vient d'écouter est très bien et moi, c'est la première fois, enfin, ça fait partie des premières fois où je vois qu'on commence vraiment à faire ce lien entre immobilier et ESS. Et il y a vraiment là des nouveaux profils qui émergent et des nouvelles dynamiques qui sont vraiment très intéressantes. Et ce webinaire, on est bien la preuve, donc c'est vraiment super. Pour revenir sur l'ANRU en quelques mots, parce que c'est pas toujours... on entend beaucoup parler de l'ANRU, parce que c'est quand même une politique publique nationale, mais on n'est pas forcément toujours au fait de sa manière d'intervenir. Donc l'ANRU, c'est une agence qui a été créée en 2003 par la loi Borloo et qui en fait est un opérateur de l'État pour porter les grands programmes de rénovation urbaine au niveau national, donc métropole et outre-mer. En fait, l'ANRU, elle intervient dans le cadre de la politique de la ville, c'est-à-dire des moyens supplémentaires qui sont mis sur certains territoires en difficulté socio-économique notamment pour rééquilibrer l'intervention publique sur ces territoires, en plus de ce que fait le droit commun. Hein, ça faut bien l'avoir en tête. La politique de la ville, c'est un complément, c'est pas à la place d'eux. Et l'ANRU, c'est quand même une agence qui a été assez novatrice alors dans les années 2000, donc ça fait maintenant presque 20 ans, parce que c'est la première fois que pour les porteurs de projets urbains, et donc qui sont souvent, le plus souvent les collectivités territoriales, les communes et les intercommunalités et tous leurs partenaires, promoteurs, bailleurs sociaux. C'est la première fois qu'il y avait un guichet unique de financement et qu'il y avait en fait une manière de voir les projets de manière intégrée avec le volet urbain certes, mais aussi le volet social, humain, qui est aussi le volet plus large de la politique de la ville, avec une notion de guichet unique de financement et aussi de partenariat fort à différentes échelles. Et c'est aussi l'une des premières fois où sur ce projet globalisé, on va dire ça, intégré, on avait une contractualisation de long terme qui permet vraiment d'avoir un partenariat. Les projets en rue peuvent durer jusqu'à 15-20 ans pour certains. Donc voilà, c'est un peu pour vous placer le contexte. Donc ce n'est pas l'ANRU en direct qui intervient, c'est les porteurs de projets et leurs partenaires qui proposent des projets. Nous ne faisons que les cofinancer avec les enveloppes de l'État en fait. Donc l'ANRU porte trois principaux programmes de rénovation urbaine. Donc le premier qui était l'ANRU 1, le PNRU, qui est en train de se terminer, qui intervenait sur à l'époque les US, donc qui a concerné presque 500 quartiers, 490 pour être exact, donc France et Dom-Tom, comme je l'expliquais, avec plus de 12,3 milliards d'euros d'investissement, en tout cas de subventions de la part, de fonds de la part de l'ANRU, parce qu'il y a de la subvention et du prêt, et qui a entraîné derrière un effet levier de plus de 47 milliards d'euros. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure d'une politique publique assez grosse, c'est une belle politique publique, avec un gros levier d'investissement derrière. Donc, le premier programme, il est intervenu sur ces premiers quartiers, et comme je vous l'expliquais, il se termine. On a un second programme qui est un peu moins connu, qui est le PNR4, le Programme national de rénovation des quartiers anciens et dégradés, qui va aussi être sur des quartiers
de la politique de la ville, des quartiers en situation de déséquilibre par rapport au reste du territoire, mais qui sont plutôt dans les centres-villes anciens. Donc c'est un peu moins connu et c'est un programme qui est un peu moins important puisqu'il n'est entre guillemets que de 150 millions d'euros. Mais c'est un programme qui est quand même important parce que c'est des thématiques qui sont proches et en même temps différentes dans ces quartiers-là. Et enfin, le nouveau programme de rénovation urbaine, donc on est très originaux pour les noms, vous voyez, on rajoute nouveau devant le programme et ça fait un nouveau programme, qui a commencé en 2014 et qui là rentre vraiment dans une période d'accélération. Donc vous entendrez beaucoup parler de NPNRU dans nos domaines, qui concerne 450 quartiers à l'échelle nationale, toujours avec les Outre-mer, et qui, pareil, était doté de 10 milliards et 12 milliards depuis 2 semaines, puisque nous avons, dans les dernières annonces gouvernementales, eu une annonce de 2 milliards supplémentaires. Donc ce programme, entre guillemets, il dure officiellement jusqu'à 2014, mais bien évidemment, comme le premier programme, il va s'étendre au-delà, puisque les projets ne durent pas que 10 ans, et il est en train de monter en puissance. Mais l'ANRU porte aussi d'autres programmes, et ça, on le sait un peu moins depuis 2010, qui dépendent du programme Investissement d'avenir. Donc sur la gauche de la diapositive, il y a tout un ensemble de programmes, mais qui nous concernent moins aujourd'hui, mais qui concernent notamment l'éducation, la culture scientifique, le côté internat de l'éducation. Mais je ne vais pas y revenir, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'ANRU porte aussi principalement 2 programmes qui sont dédiés à l'innovation. Alors l'innovation au sens large, on n'est pas que sur l'innovation sociale, et qui consiste à venir en complément des programmes de rénovation urbaine, donc notamment du nouveau programme de rénovation urbaine dont je vous parlais avant, pour aller plus loin sur certains aspects. Donc ces 2 programmes qui sont le programme Ville durable et solidaire et le programme Territoire d'innovation, donc nommé ANRU+, entre guillemets pour les intimes, c'est des programmes qui ont fonctionné avec un nombre restreint de lauréats parmi les quartiers concernés par les programmes nationaux de rénovation urbaine. Donc en tout, on a 34 lauréats de ces 2 programmes qui en fait vont être cofinancés de manière complémentaire au NPNRU pour venir tester des innovations et pour aller plus loin que on va dire le renouvellement urbain classique dans les programmes ANRU. Et l'idée de ces 34 programmes, c'est d'être un peu des 34 programmes, 34 lauréats, pardon, c'est d'être un peu des projets pionniers qui vont venir tester des choses qui ensuite pourront être diffusées sur tous les autres projets, donc les 480 qui seront concernés par le NPNR. Pour bien vous replacer le socle des objectifs, enfin la pyramide des objectifs, on a bien la politique de la ville, donc, qui concerne les 1500 quartiers, donc 1500 quartiers qui sont reconnus quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a souvent comme acteur en tête sur ces quartiers l'Agence nationale de la cohésion territoriale, l'ANCT. L'ANRU ne vient intervenir que sur 450 quartiers, qui sont les 450 quartiers concernés par les programmes nationaux de renouvellement urbain. Donc là, on a mis les 450 du NPNRU, mais comme je vous le disais, avant, il y en avait un peu plus dans le premier programme. Donc l'idée des programmes de rénovation urbaine, c'est vraiment de venir travailler sur les aspects urbains sur lesquels la politique de la ville, on va dire, la politique de la ville intervient parce que l'ANRU en fait partie, mais sur lesquels l'ANCT, par exemple, n'intervient pas. Donc nous, l'idée, c'est de venir vraiment travailler sur ces aspects urbains et donc avec les programmes ANRU+, d'aller plus loin dans l'atteinte des objectifs de la rénovation urbaine et de la politique de la ville au sens large pour, comme je vous le disais, tester des innovations et mieux répondre aux objectifs, et notamment aux objectifs de reste à vie des habitants et est-ce qu'on peut juste revenir 2 secondes sur la diapositive, pardon. Reste à vie des habitants, mais aussi augmentation de la qualité de vie et renforcement de l'attractivité, et avec derrière cette idée de, comme je vous le disais, de retour d'expérience et d'essaimage finalement auprès des autres quartiers concernés par la rénovation urbaine. Voilà, on peut aller à la diapositive suivante. Et pour pouvoir accompagner ces territoires innovants, donc comme je vous disais, l'ANRU soutient l'innovation au sens large. Donc on a les 2 programmes dont je vous ai parlé juste avant, donc DDS et ANRU+, qui vont être des programmes donc, de surinvestissement en quelque sorte sur ces quartiers pour aller plus loin dans les objectifs du renouvellement urbain et de la politique de la ville. On va avoir autour de ces programmes une communauté d'acteurs qui se sont formés avec des groupes de travail qui ont été lancés et animés par l'ANRU pendant à peu près 2 ans et demi sur une douzaine de thématiques. Donc en fait, comment étaient constitués ces groupes de travail? C'était tous les lauréats des programmes d'innovation dont je vous parlais juste avant, qui en fait se sont retrouvés au bout d'un moment dans la mise en œuvre opérationnelle de ces innovations, parfois un peu bloqués. Et donc l'idée de l'ANRU, ça a été de dire, mettons-nous autour d'une table, rassemblons-nous pour voir un peu quels sont ces freins, comment est-ce qu'on peut trouver collectivement des leviers, comment un territoire peut échanger avec l'autre pour essayer de les lever, et essayons de théoriser un petit peu
toutes ces solutions qui sont trouvées. Donc ça a donné lieu à une cinquantaine de groupes de travail sur une douzaine de thématiques. Et actuellement, nous sommes en train de sortir ce qu'on a appelé des carnets d'innovation. Ce sera une collection thématique dont les 2 premiers carnets qui apparaissent en haut à droite de la diapositive sont déjà sortis, qui sont en fait vraiment des carnets très opérationnels pour venir appuyer les porteurs de projets, donc de tout le programme de rénovation urbaine, pour aller plus loin sur ces dimensions-là. Donc on a déjà un carnet économie circulaire qui est sorti, un autre agriculture urbaine, et viendront des thématiques comme la question de l'urbanisme, l'approche égalitaire de l'urbanisme, par exemple. Donc, on parlait tout à l'heure de l'exemple de Villiers-le-Bel, qui a eu une approche égalitaire et genrée de la manière de voir l'urbanisme. Donc, c'était assez, ça fait partie des pistes opérationnelles qu'on développe. Le développement économique et justement la prise en compte notamment de l'ESS et de tous les acteurs du développement économique, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment de venir outiller les porteurs de projets pour aller plus loin. Et enfin, le troisième outil, et non des moindres, la communauté Enrue Plus les innovateurs, sur laquelle je fais un petit zoom juste après. Donc cette communauté, on l'a lancée il y a environ 2 ans. Et l'idée, c'était parti d'un constat qu'il y a beaucoup de collectivités, donc dans le cadre du renouvellement urbain, qui ont envie d'innover, mais qui ne savent pas forcément trouver les bons acteurs en face, qui sont porteurs de solutions pour ces innovations. Donc, on a fait un travail en lien avec nos partenaires, les Petites Rivières et leurs collègues Impulse Partners, pour repérer en fait et cartographier en quelque sorte une communauté de structures issues de l'ESS et aussi de structures type start-up qui sont porteuses de solutions pour venir en fait les mettre en avant vis-à-vis des porteurs de projets de rénovation urbaine et de leurs partenaires. Donc ça a pris la forme du lancement de cette communauté, d'une sélection de ces innovateurs donc, qui vont constituer la communauté. Donc pour cela, ils postulent à la communauté en disant voilà, nous avons une solution qu'on aimerait bien développer sur des quartiers politiques de la ville en renouvellement urbain. Il y a une sélection de la part des Petites Rivières et des Impulse Partners qui ensuite, il y a un avis. Et ensuite, nous, l'équipe de l'innovation de l'ANRU, on donne un avis définitif pour les faire ou non intégrer cette communauté. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on les met en avant via nos outils de communication. Et lorsqu'on rencontre des porteurs de projets, des bailleurs sociaux, des collectivités locales qui veulent développer des innovations, mais qui n'ont pas forcément la structure en face, et ben on les met en contact pour qu'un partenariat se crée et que derrière, derrière, il y ait une collaboration et que ça fasse de l'innovation et que ça remplisse mieux les objectifs, ce qui était le but de cette communauté. Aujourd'hui, on n'a pas encore un retour du nombre de collaborations et de partenariats qui se sont montés, mais il y a un bilan qui est en cours. Et puis bon, cette communauté date finalement d'il y a à peu près 1 an et demi. Et entre-temps, il y a eu clairement le Covid, donc ça a mis un peu aussi du temps à faire se rassembler les personnes, et créer les partenariats. Mais l'idée, c'est que voilà, on arrive à accélérer un peu ces partenariats pour booster l'innovation sur nos quartiers. Donc voilà. Sur le soutien à l'innovation, donc un petit florilège de quelques expériences qu'on a avant de faire un petit zoom sur l'expérience qu'on a choisie. Donc tout à l'heure, on a parlé de Villiers-le-Bel et du fait d'accompagner avec une AMO spécialisée dans les questions de genre la création des espaces publics et de l'urbanisme. Donc ça, c'est un exemple d'innovation qui est soutenu dans le cadre des programmes d'innovation de l'ANRU. Vous allez avoir des projets comme à Lorient, de micro-fermes en cœur de quartier, donc la mise en cœur de quartier de l'agriculture urbaine. Beaucoup de projets sur ces jeux-là, ce qui fait que l'ANRU a développé un programme qui s'appelle Quartier Fertile, dédié à ces questions d'agriculture urbaine dans les quartiers. Des questions d'écomobilité, là on va à Le Port, La Réunion, écomobilité, agriculture urbaine toujours, les questions d'autoconstruction, d'autoréhabilitation, le développement de filières locales aussi, des questions de conciergerie de quartier, là on va à Grenoble-et-Chirol où on crée des nouveaux bouquets de services pour les habitants, mais aussi beaucoup de choses en lien avec par exemple des nouveaux usages de certains bâtiments, les changements d'usage, la reconversion de parking, pour Val-de-Reuil par exemple. Enfin, voilà. Là il y a un peu d'exemples, je ne reviens pas sur tous parce qu'on va aller sur les prochaines diapos pour faire un zoom sur l'innovation sociale. Donc sur l'innovation sociale, qui fait partie du bouquet d'innovation que soutient l'ANRU, on a une acceptation très large de cette innovation sociale, quelques projets clés, donc je vous parlais juste avant de Grenoble-et-Chirol. Là, on est venu soutenir la création d'une conciergerie de quartier qui va proposer vraiment des nouveaux services aux habitants et aux entreprises en lien avec la régie de quartier, donc qui porte de l'insertion par l'économie.
À Nanterre, on va être sur quelque chose de très spécifique au NPNRU pour le coup, puisqu'on va venir appuyer la création le test plutôt, d'un dispositif de relogement choisi dans le cadre des opérations de réhabilitation et de changement d'usage des tours AIO, donc les tours nuages de Nanterre, avec aussi la création d'une plateforme numérique dédiée pour ce relogement choisi. Et enfin, et c'est le zoom qu'on fera juste après, sur pleine commune, il va y avoir un test de tendre sur une opération immobilière, enfin une opération de rehaussement d'un bâtiment qui sera réalisé 100% par des structures de l'ESS. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'en termes de montage, comme on va y venir dans le Zoom, c'est très particulier. Donc, je vous laisse passer sur la diapo suivante, qu'on puisse revenir sur le Zoom. Donc, on est sur le bâtiment d'une structure qui s'appelle le Phare, qui est une SIC et qui rassemble une quinzaine de structures de l'ESS. Ça rentre cette opération dans l'objectif plus large de pleine commune de créer plus d'accès aux locaux pour les jeunes pousses entrepreneuriales, mais aussi pour les structures de l'ESS sur leur territoire, puisque leur territoire, à proximité de Paris, a un gros problème d'accès à des locaux pour ces structures, puisque le foncier augmente quand même assez rapidement et que c'est surtout les gros sièges qui viennent s'y installer. Donc l'idée de base, c'était de surélever ce bâtiment du Phare que vous voyez sur la photo, pas forcément au départ via l'ESS, pour créer plus de locaux et donc accélérer l'installation de structures ESS sur le territoire et de jeunes pousses aussi entrepreneuriales. Sauf qu'en fait, nous, on a voulu pousser avec eux l'idée de faire cette opération vraiment à une sorte de phare, de pionnier en la matière, en la faisant, en montrant qu'en fait, il est possible aujourd'hui de faire des opérations complètement construites uniquement avec des structures ESS. Mais complètement construite, c'est-à-dire de l'amont, c'est-à-dire la phase d'étude, jusqu'à l'aval, l'occupation et l'animation autour de ces locaux. Donc, la première idée, c'était mobiliser tout l'écosystème ESS, de la conception à la réalisation, ce qui nécessite quand même une concertation assez large et en tout cas une ouverture d'esprit assez large. Je vous laisse passer à la diapo suivante, comme ça on va directement aller sur le... Voilà, l'idée, c'est donc réaliser par... concevoir par des acteurs de l'ESS, notamment des scopes et des bureaux d'études sous format ESS. Ensuite, réaliser les travaux uniquement via des structures ESS avec, si possible, un sourcing poussé sur les structures de l'insertion par l'activité économique pour mieux répondre aux nécessaires créations d'emplois locaux sur ces bâtiments. Et ensuite, positionner vraiment ce chantier comme un lieu d'apprentissage par le geste pour toutes les clauses d'insertion et les objectifs d'insertion de pleine commune. L'innovation sociale, elle est ici sur la manière d'appréhender l'opération, qui va donc du coup devoir être travaillée en lien avec l'achat de manière vraiment spécifique pour bien isoler les lots et pouvoir les confier à des structures de l'ESS. Ça nécessite un vrai travail et c'est pour ça que dans le cadre de ces travaux, on est venu en fait financer un surplus en ingénierie pour cette opération, c'est-à-dire un poste de chargé d'opération dédié à ce sourcing des structures ESS et à l'adaptation des marchés pour qu'elles puissent y répondre, et qu'on est aussi venu participer à hauteur un peu plus forte à la réalisation de ces travaux pour prévoir les éventuels surcoûts qu'il pourrait y avoir à cause de cette organisation par lot et à cause potentiellement des structures SS, même si aujourd'hui, les premiers retours qu'on a de cette opération, c'est que ça n'entraînera pas de surcoût, puisqu'en fait, il est complètement possible de réaliser des opérations entièrement grâce au recours à l'ESS à coût, on va dire, constant. Voilà, je pense que j'ai fait un bon retour et je reste disponible pour vous pour répondre à d'autres questions par ailleurs. Merci beaucoup, Marianne. C'était effectivement très complet, très intéressant. Et ça fait bien la transition avec cette conclusion qu'on voulait vous donner aujourd'hui. Comme tu l'as bien expliqué, Marianne, voilà, ce qu'on voulait vous montrer, hein, c'est que l'ESS, l'innovation sociale, peuvent intervenir à toutes les étapes d'un projet immobilier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide parce qu'on voudrait garder du temps pour les questions, mais je crois que ça a été bien illustré à l'instant avec des temps où l'ESS peut être présente en programmation, conception, à travers notamment, on l'a vu, la concertation citoyenne ou encore des clauses sociales, des temps au moment de la construction, avec, comme Marianne vient d'en parler, à travers les clauses sociales, la sous-traitance, tout simplement, et puis l'allocation de l'allotissement, pardon, et puis aussi tout ce qui est autour des chantiers où l'ESS a une part importante et de plus en plus prépondérante, et puis la phase d'exploitation où là aussi on vous a montré un certain nombre d'exemples, notamment au niveau des services. Donc ça fait bien le résumé et écho à ce que vient de dire Marianne. Et puis Marianne a commencé à évoquer aussi un certain nombre de bonnes pratiques, ainsi que M. Rimbert. Donc peut-être, Gabriel, on peut les lister pour finir. Ce qu'on voulait vous donner comme petit conseil, peut-être pour ceux qui veulent se lancer demain dans des projets avec l'ESS d'innovation sociale sur les territoires. Il y a une question de temps à ne pas sous-estimer, à retenir aussi la notion d'expérimentation, commencer petit, puis essaimer.
Être ouvert, parce que ça veut dire, comme on l'a dit, se bousculer un petit peu sur ses pratiques. Être à l'écoute et s'inspirer, ça veut dire sourcer aussi, comme l'a dit Marianne, les acteurs, les connaître, et puis se faire accompagner. C'est pour ça qu'on voulait faire ce webinaire aussi, c'est pour vous faire connaître notre offre de service à ce sujet, parce que ça nécessite bien sûr parfois des relais, des regards extérieurs pour coordonner tous ces acteurs. Gabrielle, je te laisse le mot de la fin avant de passer aux questions. Merci Anne-Cécile. Comme tu l'as bien dit, voilà, un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre, mais face à ça, on a des bénéfices aussi qui sont variés et qui permettent à toutes les organisations de grandir, notamment le fait de pouvoir maîtriser de nouveaux modes d'action et produits. On a vu une variété d'exemples, à la fois en termes de gouvernance, de processus, de structure, mais aussi de produits très concrets. Donc, c'est en lien avec le fait de s'ouvrir à de nouvelles pratiques, bien sûr. Ça permet aussi d'améliorer l'acceptation et l'attractivité du projet via les innovations sociales, les partenariats avec des acteurs locaux et de l'ESS, comme on a pu le voir notamment dans l'exemple de Kingersheim. Enfin, contribuer au développement économique du territoire et à l'emploi local, évidemment, on a une empreinte sociale qui est renforcée et surtout positive par rapport aux projets urbains et aux projets immobiliers. Et tout ceci dans l'optique finalement de s'inscrire dans une démarche de résilience globale qui pour nous est vraiment un sujet fondamental, aussi bien en termes climatiques, économiques et sociaux. Donc, pour proposer des projets toujours plus adaptés aux besoins de la société et innovants et positifs. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Déjà, merci à toutes et tous pour votre participation. Merci à nos intervenants de qualité. On espère que vous avez pu avoir des clés de compréhension et d'inspiration. Merci. Je me permets de revenir pour la série de questions-réponses, sachant que je vais tenter de rester dans notre planning initial qui était 12h30. Donc, on dépassera peut-être de quelques minutes, mais pas beaucoup, pour laisser cette pause méridienne qui est nécessaire à tous. Donc, la première question, je vais me permettre de me la poser à moi-même. Et j'inviterai Anne-Cécile à compléter si elle le souhaite. Donc, la première question concernait l'élément suivant. Quelle structure peut accompagner une mairie à créer un nouveau quartier durable? Donc, des structures comme les nôtres sont des structures qui peuvent vous accompagner sur des sujets de quartier durable. Donc, il y a des AMO, des conseils qui définissent les stratégies, qui définissent les objectifs, les feuilles de route, jusqu'à éventuellement obtenir une marque de reconnaissance validée par un tiers, certificateur. Donc, en fonction des enjeux qui sont définis, nous avons l'habitude de nous entourer d'un écosystème d'acteurs qui vient apporter des compléments, qui vient apporter, typiquement comme les petites rivières, un ensemble de compléments sur une connaissance très fine d'acteurs de l'ESS. Donc, Anne-Cécile évoquait un nombre très important de nombre d'acteurs avec lesquels elle travaille. Donc voilà, donc en fait, ce sont des AMO et des conseils qui peuvent vous aider. Un point important pour nous, c'est de bien travailler sur objectifs et feuilles de route, qui est quand même un gage de succès pour qu'on atteigne les objectifs qu'on veut avoir avec l'impact au niveau qu'on souhaite en termes d'impact positif et réduction d'impact négatif. Anne-Cécile, est-ce que tu souhaites compléter? Non, c'était très clair, Gwenaëlle. On peut passer à une autre question. L'autre question, donc, elle t'est, je pense, en partie adressée, mais j'invite chacun éventuellement à faire des commentaires complémentaires. Donc, c'est Yann, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas forcément votre nom de famille, puisque c'est le problème des pseudonymes sur Zoom. Donc, à l'échelle d'une ville ou d'un territoire, les besoins de chacun étant différents, comment prioriser l'action? Donc, je pense que c'est une thématique importante. Quel choix, celui du court terme avec la réponse urgente ou du long terme, qui peut parfois être illisible pour les citoyens? Donc, je pense que Anne-Cécile, et puis éventuellement aussi un témoignage de M. Rimbert ou de Mme Koch. Oui, la question est très vaste. C'est difficile d'y répondre en quelques secondes. Je pense que une partie de la réponse, une toute petite partie de la réponse est dans la concertation. Donc effectivement, je vais sans doute derrière renvoyer la balle à M. Rimbert, mais je pense qu'une des clés, un des leviers de priorisation, c'est la concertation, justement, dont on a beaucoup parlé ce matin. Et puis, pour pouvoir se dire ce processus d'innovation dont on a parlé, qui consiste à peut-être
entre guillemets, prototyper. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais moi, il me parle, c'est-à-dire de commencer voilà, sur des petites échelles et d'essaimer. Ça me semble deux éléments de réponse, en tout cas, pour pouvoir se dire on gère les 2 échelles de temps et on essaie de satisfaire le plus grand nombre. Est-ce que, Monsieur Rimbert, vous voulez compléter cette réponse avec votre expérience beaucoup plus terrain? Je dirais qu'il faut les deux, mon général. Forcément, il ne faut pas lâcher un pour l'autre. C'est le bilan final qui compte. Si on peut au moins répondre partiellement, urgemment sur la demande à court terme, mais toujours avoir en ligne de mire le long terme, parce que faire que des actions à court terme, ce serait quelque part creuser le début de la fin. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment les deux. Il n'y a pas de choix. Pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Même si ce n'est pas forcément lisible pour les citoyens à l'instant T, ça sera lisible dans pas longtemps. Et il y a une vraie demande aujourd'hui des fameux citoyens à s'inspirer de ça. Il y a quelquefois des actions qui ont des effets des années plus tard, comme un arbre qu'on plante, mais qui auront encore de l'action ces années après. Donc non, il ne faut rien lâcher. Et moi, si je puis me permettre, donc Marine Coq de l'ANRU est juste à côté de, de Mulhouse aussi, enfin à Mulhouse plutôt. À Mulhouse, ils ont aussi un projet d'innovation dans le cadre du NPNRU. Donc le NPNRU, comme je disais, des temps qui sont souvent très longs, mais avec finalement des habitants qui sont beaucoup en attente de ces travaux et de comment ça va arriver et comment mon quartier va changer. Et je trouve qu'ils ont comme projet de redynamiser une avenue commerciale via l'innovation. Et en fait, pour vraiment impliquer les habitants et que justement, ils ne se disent pas bah, ça n'arrivera que dans 15-20 ans, ils ont vraiment toute une politique d'animation locale très, très, très fréquente avec des saisons autour de ces nouveaux acteurs qui s'installent, des structures ESS qui viennent s'installer sur l'avenue, des projets qui sont montés. Et donc, du coup, ils ont vraiment cette réflexion sur il y a un temps long et il y a un temps court. Et le temps court, bah, c'est ce qui laisse avoir on va dire, la transversalité entre tous les services urbains, politiques de la ville, culture, communication, pour arriver à créer une sorte de dynamique incluant les habitants sur le projet. Et ça, je pense que c'est aussi la clé d'arriver à s'accorder entre les différents services, puisque on parle de l'immobilier aujourd'hui, c'est souvent des temps très longs, alors que d'autres politiques publiques sont souvent sur des temps un peu plus courts. Donc c'est aussi ça l'intérêt de la transversalité, c'est d'arriver à rythmer les choses dans un projet collectif, y compris entre services, entre guillemets, administratifs, quoi. Merci pour vos témoignages. Nous avons une autre question qui concerne les projets concrètement financés par ANRU+, qui est une question qui, je pense, est directement adressée à Marianne, s'il est possible que tu y répondes. Alors oui, les projets, la question est un peu vaste. Donc en fait, ANRU+, donc c'est le deuxième programme d'innovation de l'ANRU qui a été lancé en 2017. Donc il y a 15 projets. Il y a 15 projets, 15 lauréats, je ne les connais pas tous par cœur, mais par exemple, vous avez Boulogne-sur-Mer, Mulhouse, dont on parlait juste avant, Pleine Commune, Est Ensemble. En fait, c'est des projets très précis. Et dans ces projets-là, vous avez une pluralité il y a énormément de projets différents. Donc, on va avoir dans ce deuxième programme d'innovation beaucoup plus de choses en lien avec le développement économique, que ce soit sur des filières très précises, économie circulaire, agriculture urbaine, par exemple, ou sur des nouvelles manières, comme je vous disais sur l'exemple de Mulhouse, de nouvelles manières de faire monter en compétence les habitants d'un quartier, mais de manière très large, et de les impliquer dans la revitalisation commerciale d'une avenue, par exemple. Donc ça, l'idée, c'est de passer par l'innovation. Réimplantation de filières, on en a beaucoup de filières implantation ou réimplantation, y compris, je pense au projet de Mayotte sur Mamoudzou qui vise par exemple à venir en lien avec le projet urbain, formaliser des filières informelles qui sont préexistantes sur le quartier, donc dans une logique de développement économique endogène. On va aussi avoir des choses sur la reconversion de parkings souterrains à Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, une ville entièrement construite sur des parkings sous dalles, et l'idée c'était d'utiliser ces parkings en les reconvertissant pour de l'activité économique, donc peut-être avec de l'agriculture urbaine dans des parkings, mais aussi avec la création d'un incubateur avec une partie des salles et des locaux sous terre en fait, en faisant revenir de la lumière naturelle sous cette dalle. Enfin, voilà, vous avez des projets vraiment très très divers. Je vous invite à aller voir sur notre site internet qui est bien fait, puisqu'on a un service communication qui travaille assez bien alors plus. Parce qu'il y a vraiment une pluralité de projets que je ne pourrais pas vous détailler là. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger sur des points précis. Voilà.
Merci beaucoup. On va prendre juste une dernière question. Moi, je vais me permettre, par rapport à la question précédente sur le temps long et le temps court, de rappeler peut-être quelque chose qui a été évoqué dans le webinaire et qui me paraît essentiel, c'est la notion d'impact et d'impact positif. C'est-à-dire que ce soit un temps court ou un temps long, ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir des actions dont on voit l'action positive et l'impact positif de manière pérenne, de manière additive par rapport à d'autres leviers. Et donc, que ce soit un temps long ou un temps court, je pense que de regarder selon différentes méthodologies qui existent, donc nous on a travaillé avec IMP, il y a eu d'autres méthodologies qui ont été citées pendant le webinaire, ce sont des méthodologies qui aussi permettent d'avoir un dialogue et une pédagogie vis-à-vis des personnes que vous devez engager dans les démarches et vos parties prenantes. Donc, je pense qu'il faut aussi un peu décaler par rapport à cette problématique temps court, temps long, pour vraiment avoir une vision d'impact. J'espère que Gabrielle, Anne-Cécile, Marianne et Jean-Michel partageront ce point. Et je vais finir par une question qui, je pense, tarabuste pas mal de personnes, qui est celle de la rentabilité. Donc, la question posée, c'est comment vous concevez la rentabilité financière et sociétale dans ces projets et mesurez-vous cette rentabilité? Donc, je me suis permis cette petite notion d'impact parce que ça avait un peu un lien entre les deux. Et donc, je me permets de vous adresser la question. Et comme c'est la dernière, je laisse ouvert à qui veut prendre cette question en premier entre vous quatre. Anne-Cécile, est-ce que tu Oui, peut-être, cette oui, en tout cas une réaction. Et il est évident que quand on parle d'innovation sociale, les réflexes habituels de calcul de rentabilité n'ont plus cours. Donc c'est peut-être ça, je pense, le premier point à avoir en tête, c'est-à-dire que quand on parle concrètement d'accompagner, par exemple, un centre commercial dans le fait d'inclure des commerces plus solidaires dans ses surfaces, la question de la rentabilité avec un loyer qui sera forcément adapté à l'occupant se pose mais en même temps, du coup, la rentabilité, on va la chercher différemment, c'est-à-dire que va apporter un acteur social dans un centre commercial? C'est pas un loyer sonnant, trébuchant chaque mois, mais c'est une animation, c'est permettre à d'autres types de populations de venir dans ce centre commercial. Donc, en fait, on est en train de parler d'aller chercher des impacts indirects. Donc, ça revient à ce que tu disais, hein, Gwenaëlle, sur la recherche d'impact. Et c'est en allant mesurer cet impact qu'on va pouvoir aller chercher derrière une rentabilité. Donc, on n'est plus sur une rentabilité immédiate d'un projet avec en bas un chiffre positif. Parfois, on est sur une rentabilité qui va être à plus long terme et qui va venir par d'autres impacts, donc des impacts d'image, des impacts de fréquentation, des impacts d'acceptabilité, tout ce qu'on a cité en fait dans les apports qu'il va falloir maintenant mesurer. Alors, c'est pas simple, mais ça a une valeur et ça vient enrichir la rentabilité du projet. J'ajouterais peut-être, Anne-Cécile, par rapport à ce que tu dis, j'en rejoins complètement, hein, mais en effet, c'est par rapport aux bénéfices qu'on a cités juste avant, il faut rappeler aussi que quand on a fait l'étude ADEME et quand on a vu d'autres projets avec un aspect d'innovation sociale et comme ça de partenariat avec de nouveaux acteurs responsables, le point d'acceptabilité était très fort. Et par exemple, pour des politiques de ville, sur les PLU, on avait le constat qu'on avait moins de recours au PLU, donc en fait aussi des gains de temps, des relations plus apaisées avec les habitants. Donc c'est sûr que des fois on a envie de mesurer avec l'aspect financier pur, mais c'est plus large que ça, et donc se pose en effet la question de la mesure d'impact, mais comme on l'a déjà dit, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire complet. Donc voilà, garder en tête quand même ces bénéfices aussi qui sont tout à fait mesurables, même s'ils ne sont pas toujours purement financiers. Et pour compléter encore ça, et après j'arrêterai là, ce que tu dis aussi, Gabrielle, je pense qu'induit, c'est la recherche aussi de coûts évités. C'est-à-dire que voilà, on est aussi dans des risques qui sont évités en travaillant sur ces questions-là. Donc ça ne se mesure pas directement, mais ça peut. Et en évitant ces risques, on évite des coûts. Je ne sais pas si peut-être M. Rimbert ou Marianne, vous voulez ajouter quelque chose? Si je peux me permettre, je dirais qu'il faudrait aussi que
au lieu de parler de rentabilité, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet qu'il faut aborder, il faut l'aborder, hein. Simplement, c'est très, très compliqué de mettre un chiffre, parce que voilà, les choses ne se chiffrent pas forcément comme ça. Trop souvent, on a fait des choses qui n'étaient pas responsables au niveau du développement durable, et on se pose beaucoup moins la question de savoir quels sont les dégâts que ça peut faire, qui sont aussi très difficiles à quantifier. Mais voilà, je ne veux pas utiliser le terme combat, mais c'est quand même une lutte perpétuelle pour essayer de compenser ce que l'humain peut dégrader de l'autre côté. Donc, les résultats ne sont pas forcément des sonnants et trébuchants, mais ça se comptabilise en bilan carbone, ça se comptabilise en bien-être des gens, et je pense que ça, c'est une valeur qui est inestimable, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses à ces questions. Il est 1h où je vais devoir fermer le webinaire. Donc, je remercie toutes et tous d'avoir animé en la personne de Gabrielle, Anne-Cécile, Marianne, Monsieur Rimbert, ce webinaire sur l'innovation sociale pour un immobilier et une ville plus durable. Donc, j'espère qu'on vous aura apporté des éléments d'inspiration, des éléments qui vont vous permettre de regarder vos projets pour apporter cette pierre à l'édifice d'une ville durable, responsable et résiliente. Je vous remercie tous de votre présence tout au long de ce webinaire et au plaisir de vous revoir sur nos autres sujets, puisque nous avons l'habitude de prendre la parole autour maintenant d'un écran et j'espère bientôt autour d'une vraie table et de vrais gens. Ça ne serait tardé, je l'espère. Je vous souhaite une excellente après-midi et encore merci à tous. Au revoir. Au revoir.